Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, Dans le fond, j'espère que je ne vous vois pas, mais j'espère que le son est bon et puis que vous êtes en mesure de bien m'entendre. Me voir, c'est plus ou moins important, mais au moins m'entendre. Alors, merci d'être là, tout le monde. Évidemment, je sais qu'on est tous très occupés avec nos emplois et puis la saison qui est bien débutée. Cependant, on trouvait que c'était extrêmement important pour nous de tenir cette rencontre-là ce soir. C'est sûr, quand on s'implique dans le hockey mineur, on le fait par plaisir, pour contribuer, pour participer à l'effort, en quelque sorte, d'organiser le sport pour nos jeunes. Et puis, malheureusement, il y a des situations qui sont plus ou moins agréables, qui sont difficiles des fois à gérer comme administrateur, comme personne responsable, comme intervenant. Alors, c'est important pour nous ce soir de vous parler, de vous présenter votre politique d'intégrité, notre politique d'intégrité. C'est un outil qui est extrêmement important. Ça fait une semaine, un an et une semaine que je suis à Hockey Québec et puis ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait la politique d'intégrité était trop méconnue de la part de la Fédération des gens, des artisans de la Fédération. Alors, je pense que c'est important de vous faire cette présentation ce soir. Alors, je voulais, dans un premier temps, dans quelques minutes, je vais céder la parole à Maître Lise Charbonneau. Maître Charbonneau, c'est évidemment avocate au RLSQ et c'est la directrice de la gestion de risque au sein du RLSQ. Donc, Maître Charbonneau travaille peut-être pas quotidiennement avec nous, mais de façon très, très régulière avec nous à Hockey Québec. Et je suis pas mal convaincu qu'elle connaît beaucoup d'entre vous de par les activités là, de hockey que vous avez faites dans les dernières années. Alors, je vous rappelle que ce soir, la section est enregistrée. Si il y a des gens qui désirent fermer leur caméra, je vous invite à le faire. Mais c'est un rappel que je voulais vous faire. Au niveau si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans le chat. Et puis, M. Jean-François Leblond, nouveau directeur de formation des programmes, va être en mesure de faire pas le décompte, là, mais de garder les questions et puis de les amener là, à Maître Charbonneau, le cas échéant lors de la présentation. Alors, je cède la parole à Maître Charbonneau. J'ai assez parlé. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est une formation qui est extrêmement pertinente, qui ne sera pas très longue, mais importante pour tout le monde. Alors, Maître Charbonneau, je vous cède la parole. Bien, merci beaucoup, Monsieur Thibault. Merci. Bonsoir à tout le monde. D'abord, un grand merci au conseil d'administration de Hockey Québec et à la direction générale de m'inviter à nouveau à m'adresser à vous pour vous parler de la politique en matière de protection de l'intégrité. L'an dernier, autour du mois de mars, je pense, on avait tenu une rencontre similaire et c'était tout nouveau. Alors, cette année, évidemment, on a du vécu à plein de points de vue et ça va probablement agrémenter la présentation qu'on avait faite l'an dernier. Moi non plus, je ne vous vois pas. Vous voyez par contre la présentation en ligne. Alors, je sais que Jean-François va garder en note les questions. Alors, vous n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou des commentaires. Alors, ce que c'est la politique, bien, comme M. Thibault le disait, c'est votre politique, c'est la politique règles et procédures en matière de protection de l'intégrité, c'est son titre. Et c'est un document qui est en 4 parties, dans le fond. Alors, il y a d'abord un préambule qui vient expliquer les grands objectifs qui sont visés par une politique en place sur l'intégrité. Dans un deuxième temps, on explique qu'il y a le petit livre, ce que j'appelle le petit livre de recettes, le processus indépendant de traitement des plaintes. Alors, comment à partir du moment où on dépose une plainte jusqu'à la fin du dossier, donc jusqu'à l'imposition et l'application de sanctions. J'ai mis en caractère gras le mot indépendant parce que c'est un traitement de plainte qui est effectué par un officier des plaintes, donc par une entité indépendante du milieu du hockey. Et ceux qui siègent sur le comité d'intégrité qui entend les histoires ou les plaintes, ce sont des gens qui ne sont pas de votre milieu non plus. Alors, il y en a qui sourcillent peut-être, je vous vois
pas, mais je suis sûre qu'il y en a qui sourcillent en disant ils connaissent pas notre milieu, ils savent pas comment ça marche. Sauf que là, on est ici pour pas parler du milieu lui-même, mais pour parler d'abus, de harcèlement, de violence et de négligence. Et ça, c'est pas mal similaire partout. Comme je le disais, donc la troisième partie, ben, dans la politique, vous retrouvez des définitions des 4 grands thèmes qui sont traités par la politique d'intégrité. Alors, c'est de l'abus, le harcèlement, la négligence et la violence. On va voir un petit peu plus loin, je vous ai mis quelques exemples de ça, mais dans les définitions, c'est là aussi. Et finalement, la 4e partie de la politique, ben, c'est les codes de conduite qui sont là. Je vous ai mis dans le bas ici la référence ou le lien sur le site de Hockey Québec pour avoir accès au texte intégral de la politique. Alors, les faits saillants, ça, c'est ce qu'on n'avait pas l'année dernière parce qu'on commençait le processus. Donc, elle est en vigueur, notre politique, votre politique, depuis le 1er février 2021 pour le milieu du sport et depuis très récemment, donc le 30 septembre 2022 pour le milieu du loisir. Toutes les fédés ont le même texte. Alors, tout le monde est soumis à la même politique. Quelques chiffres pour vous donner un petit peu une idée de comment la politique a fonctionné dans la première année d'existence de la politique, donc de février 2021 à 2022. On a eu un total de 127 plaintes qui ont été déposées par des plaignants ou des victimes. Il faut garder en tête qu'on était en période de pandémie, donc il y avait probablement moins d'activité dans les milieux. Alors que pour le deuxième terme, celui dans lequel on est présentement, là, après 8 mois, là, on a des statistiques au 30 septembre, c'est 203 plaintes qui ont été déposées déjà. Il faut que je vous mentionne que parmi ce nombre de plaintes-là, il y en a 49% qui sont non recevables. Pourquoi elles sont non recevables? Parce qu'elles sont, entre autres, de nature autre que de l'abus, du harcèlement, de la violence, de la négligence, soit parce que ce sont des plaintes qui traitent plus d'activités ou de gestes qui ont été posés dans le cadre d'une activité nationale, donc au niveau de votre fédération nationale. Il y en a d'autres, évidemment, puis on en a beaucoup. Il y en a qui relèvent plutôt de la gestion interne de la Fédé, donc de vos codes de discipline. Alors, c'est sûr que ce qui se passe pendant une partie, en général, ça va être géré par vos comités de discipline, donc par vos règles de discipline. Alors que si ce sont des gestes qui sont répétés, qui sortent du cadre d'une partie elle-même, ben à ce moment-là, là, ça peut tomber dans le cadre des 4 grands thèmes que la politique veut traiter. Statistique importante, les plaintes à l'endroit de Hockey Québec pour la dernière période, je n'avais pas le chiffre pour l'année passée, mais pour les 8 premiers mois, c'est 67 plaintes déposées. Il y en a qui pourraient dire c'est beaucoup. Moi, je vous dirais que ça fait en sorte que c'est un succès, là. Ça veut dire que vous communiquez bien, puis que vos gens, ils prennent la peine, les personnes qui se sentent lésées ou bon, ils prennent la peine de peser sur le bouton je porte plainte et puis de s'exprimer, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Excusez-moi, Maître Charbonneau. Oui, on a une question dans le chat qui demande combien de plaintes non recevables du côté de Hockey Québec? J'ai pas le chiffre. C'est ça que j'ai demandé ce matin aux gens à l'officier des plaintes et elle n'avait pas cette donnée-là pour ce chiffre-là, mais quand je l'aurai, je pourrai l'envoyer chez vous puis vous pourrez la transmettre aux gens. Mais vous pouvez vous fier sur le fameux 49%, là, parce que de mémoire, on en avait discuté. Il y en a quand même un nombre important qui relèvent plus de la nature de gestes là, ou de situations qui devraient être traitées par les comités de discipline. Peut-être que Dave Leclerc, chez vous, Dave, je ne sais pas s'il était là, Dave pourrait vous en parler de ça aussi, là. Merci. Je ne sais pas si... Merci. On va voir tantôt pour la réponse de Dave. OK, super. Alors, rapidement, les objectifs de la politique, elle sert à quoi cette politique-là, en gros? Donc, c'est d'abord de sensibiliser toutes les personnes qui sont impliquées dans votre milieu à l'effet que toute forme d'abus, de harcèlement, de négligence ou de violence n'est tolérée. Donc, c'est tolérance zéro à l'égard de ces choses-là. L'autre objectif de la politique, c'est de permettre à prendre les moyens raisonnables pour offrir un milieu sain qui est exempt d'abus, de harcèlement, de négligence ou de violence. C'est également d'instaurer des mesures qui favorisent le respect de la dignité et de l'intégrité
autant physique, psychologique que sexuelle, des personnes qui évoluent dans le milieu. Puis là, peut-être que je peux vous parler tout de suite. Là, au niveau de plaintes de nature sexuelle, ça constitue à peu près 10% du total de toutes les plaintes reçues. Alors, il ne faut pas croire que la politique vise principalement les gestes de nature sexuelle. C'est sûr qu'on en entend souvent parler via les médias, là, autant au hockey que dans d'autres fédérations de sport, sauf que ça ne représente pas l'essentiel des plaintes qui sont logées. Heureusement d'ailleurs. Là. Bon. Un autre objectif de la politique, c'est de favoriser la dénonciation. Alors, on veut encourager les gens qui voient ou qui sont témoins de comportements qui sont inappropriés, de paroles, donc d'abus, de harcèlement, encore une fois, négligence, violence, de se manifester, donc de dénoncer. C'est important parce que on se rend compte souvent qu'il y a des situations qui dégénèrent, mais les gens étaient au courant, le voyaient, étaient témoins et parlaient pas pour toutes sortes de raisons. Là. Ça demande évidemment une sorte de courage là, de dénoncer parce que souvent, on travaille là-dessus aussi, là, les représailles qu'une personne peut vivre parce qu'elle a été dénoncée d'une situation, c'est pas toujours agréable, mais il y en a qui atteignent un seuil où ils sont plus capables, puis bon, ils passent à l'action, ils pèsent sur le bouton, je porte plainte. Finalement, bon, on a mis, l'objectif était évidemment de mettre en place une procédure pour gérer, donc traiter les plaintes, comme je disais tantôt, de façon indépendante, de façon aussi confidentielle, par un comité de protection de l'intégrité et préalablement, ça peut être aussi par le biais d'une médiation. Puis je vais en parler un petit peu plus tard. Et finalement, bien évidemment, de prendre des mesures administratives ou disciplinaires qui sont nécessaires pour faire cesser les comportements inappropriés. Alors, important de savoir que la politique, là, s'applique à toutes les personnes qui sont impliquées dans le milieu. Donc, les membres, les participants, les parents, les bénévoles, les administrateurs, tout le monde est visé par la politique. La politique vise pas les cas d'abus, harcèlement, etc., qui surviennent entre deux employés, mais va viser, par exemple, le cas où on a un employé qui a un comportement inapproprié envers un des membres ou une des personnes impliquées dans le milieu. Donc, deux employés ensemble, c'est plutôt la politique de relations de travail qui prend la place. C'est pas juste pendant les situations qui sont visées, ne sont pas simplement pendant une partie. Comme on disait, quand c'est pendant une partie, c'est généralement géré par la discipline, mais c'est pendant toute activité au programme sanctionné ou toute activité autre que sportive. Puis là, on disait, là, party de Noël, des sorties, on va prendre un verre après, etc. Ces comportements inappropriés-là qui surviendraient pendant ces activités-là seraient également visés par la politique. La politique a préséance sur toute autre politique, règles et procédures qui pourraient être en vigueur à la Fédé ou chez l'un de ses membres. Puis je disais tantôt, il y a peut-être 15 minutes à Jocelyn et à Jean-François que j'ai fait un petit survol très, très rapide par hasard dans certaines associations à travers le Québec, puis j'en ai vu qui ont encore la politique abus et harcèlement de je sais pas quelle année, là, qui avait été présentée par Hockey Québec, mais qui a été maintenant remplacée par la politique dont on parle ce soir. Alors, ce serait important si vous avez dans vos documents utiles ou liens utiles sur vos sites Internet d'aller modifier cette information-là. Évidemment, la politique lie tous les membres de la fédération et surtout, elle vise une intervention rapide et efficace pour mettre fin à un comportement inapproprié. Je vous dirais que le premier dossier l'an dernier qu'on a eu à traiter avec l'officier des plaintes, et c'était pas chez Hockey Québec, c'était dans une autre fédération, et c'était un cas d'abus sexuel par un entraîneur sur un jeune de 14 ans. Et grâce à l'intervention rapide, comme on dit, le système, la machine s'est mise en marche et je vous dirais que en quelques semaines, la jeune victime a été en mesure de reprendre ses
activités puis refaire son sport. C'est ce qu'on veut, là. On veut qu'un jeune ou qu'une personne qui vit des situations difficiles puisse que ça cesse de ce comportement-là pour que la personne puisse reprendre les activités qu'elle aime puis son sport qu'elle aime. Alors, c'est un succès pour nous. Qui doit dénoncer? Madame Charbonneau, avant de continuer, je donnerais deux questions qui proviennent du chat. La première, ça date de quelques minutes déjà. Qui choisit l'officier des plaintes? Et quel est le processus de sélection? OK. L'officier des plaintes, c'est une... Bon, il y a des fédérations, avant qu'on mette en place la politique, qui avaient des employés où c'était nommé des gens pour agir à titre d'officier des plaintes. Parce que le rôle de l'officier des plaintes, on va le voir tantôt, là, c'est de recevoir les plaintes. C'est un peu un chef d'orchestre là, au niveau de la politique. Il y a eu une décision prise par l'ensemble des fédérations de donner le mandat à une organisation qui s'appelle Alias Ligne de signalement. Alors, c'est une entreprise qui est spécialisée dans justement les signalements, les lignes, les dénonciations. Et c'est ces gens-là qui agissent pour l'ensemble des fédérations de sport et de loisirs à titre d'officier des plaintes. Ce sont des gens qui ont une formation particulière dans je vais dire la dénonciation, mais dans la psychologie et tout ça. Alors, ils sont là pour recevoir la plainte et se prononcer sur sa recevabilité. Puis c'est pas suite à une enquête, c'est recevable à sa face même, là. Est-ce qu'on est en situation d'abus, harcèlement, négligence, violence? Et à partir de là, puis est-ce qu'on est dans les délais? Si c'est oui, ben ça procède là. Alors, c'est le mandat donné par toutes les fédérations de mandater Alias. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense que oui. C'est pas moi qui ai posé la question, mais on va avoir la réponse de la personne via le chatroom. Deuxième de 3. Quand une organisation est-elle mise au courant qu'une plainte est recevable ou non? OK. La plainte qui est déposée, puis on le voit à travers toute la politique, c'est une plainte qui est de nature confidentielle. Alors, lorsque la plainte s'adresse à une personne en particulier dans une association ou dans une région, ce n'est pas l'association qui est mise au courant, c'est l'individu qui est visé, qui est mis au courant qu'il y a une plainte portée contre lui. Alors, ce n'est pas, puis c'est pour ça que le processus fonctionne bien. Le but, c'est pas d'annoncer sur la place publique que M. X fait l'objet d'une plainte, là. Le dossier est traité, donc il y a un plaignant ou une victime, il y a une personne qui a un comportement inapproprié. Ces gens-là sont entendus devant le comité de protection de l'intégrité. Et s'il y a une sanction à imposer, si on considère, après avoir entendu les deux côtés de la médaille, que la personne, on l'appelle l'auteur présumé, s'il était dans le tort, s'il y a eu effectivement un comportement pas correct, le comité va décider d'une sanction et là, le comité envoie sa décision à la fédération qui, elle, va approcher l'association à laquelle l'individu appartient. Et c'est seulement à ce moment-là, c'est lorsque la décision est rendue, que l'association, la fédération va être informée et va devoir s'organiser pour faire respecter la sanction. Est-ce que ça vous va? OK. Oui, puis la dernière, avant de vous laisser continuer avec les obligations, est-ce qu'une plainte d'un bénévole envers un autre bénévole est prise en charge par cette politique ou un autre type de politique? Ben, je vous dirais oui et non, ça va dépendre du rôle du bénévole, là. Comme je disais tantôt, si ce sont des tâches d'employés du genre un emploi administratif au sein de ça fonctionnerait pas. Mais un bénévole, par exemple, qui est qui s'occupe, là, qui est un parent bénévole dans le cadre du sport, qui voudrait faire une plainte contre un autre, absolument, c'est recevable. Parce que ce sont des personnes impliquées dans le milieu. Merci. C'est bon? Alors, on continue parce que je regarde l'heure. Il faut qu'on passe à... On s'est donné à peu près 50-55 minutes. Alors, on va y aller. Donc, qui doit dénoncer quoi? Alors, toute personne, on le dit, toute personne qui est impliquée dans le milieu, on l'a vu tantôt, doit dénoncer à l'officier des plaintes l'abus, le harcèlement, la négligence, la violence à caractère
autre que sexuel qui est commis sur une personne qui est elle aussi impliquée dans le milieu, qu'elle soit une mineure ou une majeure. Donc, ça vous revient, là. Comme je disais tantôt, vous êtes témoin de situations pas correctes, bien, ce serait important de porter plainte ou de le dénoncer. Idéalement, c'est mieux que ce soit la victime elle-même qui dénonce, là, mais bref, ça, c'est une obligation où, enfin, on veut que la politique fonctionne bien, que les gens aient le réflexe de ne pas laisser aller des situations qu'ils considèrent là, qui n'ont pas de bon sens. Deuxièmement, toute personne qui est impliquée dans le milieu doit dénoncer à l'officier des plaintes tout abus, harcèlement, violence à caractère sexuel qui est commis sur une personne qui elle aussi est impliquée dans le milieu, qu'elle soit mineure ou majeure. Alors ça, évidemment, je vous dirais que ça touche plus le majeur. Les gens qui sont témoins ou qui sont au courant de situations à caractère sexuel, d'abus sexuels, devraient, puis je vous dirais que ça va même jusqu'à une obligation légale, parce que le Code civil dirait que, comme tout bon citoyen, on devrait dénoncer ce genre de situation-là. Finalement, le dernier, et non le moindre, toute personne qui a des motifs raisonnables doit signaler à la DPJ là, toutes les situations d'abus sexuels puis tout abus physique commis sur un mineur. Ça, c'est la loi sur la protection de la jeunesse, puis je vous dirais que pour avoir parlé avec les représentants de la DPJ, ils prennent ça très au sérieux. C'est-à-dire qu'ils nous disent souvent, les gens là, dans les clubs sportifs qui se rendent compte qu'il y a des mineurs, des enfants qui sont victimes de situations d'abus sexuels, ça peut être, là, puis on va le voir plus tard, l'abus sexuel, ça peut être des sextos, là. Ça peut être du harcèlement, ça peut être des fois, c'est pas obligé d'être un viol, là, mais c'est toutes les situations qui sont à caractère sexuel, qui impliquent un enfant. La loi sur la protection de la jeunesse nous oblige, vous, moi, tout le monde, à signaler à la DPJ. Alors, je sais qu'il y en a qui vont signaler à l'officier des plaintes. On en a eu des dossiers de ce genre-là. Et l'officier des plaintes, on le verra plus tard, son travail, c'est justement de se retourner puis de tout de suite aviser la DPJ. Alors, c'est les obligations de dénoncer qui sont imposées et par la loi et par notre politique. Alors, rapidement, qui fait quoi là? Alors, c'est un petit résumé. L'officier des plaintes, bien, son rôle, comme je disais tantôt, c'est de recevoir les plaintes d'abus, harcèlement, négligence, violence. Il voit évidemment à offrir son soutien aux plaignants et à juger de la recevabilité de la plainte. Souvent, la plainte va entrer par écrit en remplissant le petit formulaire là, qui est attaché au bouton « Je porte plainte » que vous voyez ici, qui est présentement sur vos sites, qui est rond et qui est bleu. Là. Il va changer de couleur bientôt. Là. Mais bon, donc l'officier des plaintes, son rôle, comme ça le dit, c'est que il doit prendre connaissance de la plainte écrite, souvent va communiquer directement avec le plaignant pour obtenir un complément d'information et ensuite, comme je disais, de se prononcer sur la recevabilité de la plainte. Donc, est-ce que c'est dans les délais et est-ce qu'on est en matière d'abus, de harcèlement, etc. Le comité de protection de l'intégrité, ben, c'est 3 personnes indépendantes. Le rôle du comité, c'est d'entendre les parties, donc procéder au traitement de la plainte via la procédure d'audition et de tirer des conclusions puis des recommandations, donc des sanctions. Je veux porter un petit peu l'attention sur Sportaid très rapidement, puis on va voir un peu plus tard. Sportaid, son rôle à lui, c'est de soutenir les gens qui portent plainte souvent ou qui sont contre qui des gens ont porté plainte. Là. Donc, des auteurs présumés qui reçoivent un avis comme quoi il y a une plainte portée contre eux. Souvent, ils vont être débalancés, décontenancés et ils vont avoir besoin d'un support psychologique. Alors, les gens de Sportaid sont là pour aider autant la victime que l'auteur présumé. Qui peut porter plainte à l'officier? Ben, on le disait tantôt, les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans le milieu. Et encore une fois, qui peut contacter Sportaid? Là, je vous ai mis ici, peut-être que là, je ne sais pas si vous le voyez en gros, là, mais c'est la synthèse de la politique en matière de protection de l'intégrité. C'est le cheminement d'une plainte. Je vous l'ai mis parce que c'est un dessin, puis ça peut être plus simple, mais moi, j'en parle un petit peu plus loin. Alors, je ne sais pas si je pense, Jean-François, vous allez mettre la présentation en ligne chez vous sur votre site, si je ne me trompe pas. Alors, l'enregistrement va l'être. Est-ce que le PowerPoint
peut l'être, c'est à vous de nous le dire. Ben, moi, je n'ai pas d'objection. J'aimerais bien ça parce que peut-être que les gens pourraient conserver ce petit schéma-là. Donc, à partir du moment où la plainte est reçue, que l'ouverture d'un dossier, etc., ça peut imager peut-être un petit peu plus facilement là, ce que je vais expliquer tout au cours des autres diapos. Alors, avant de continuer, il y a une question reliée à ça, justement. Combien de temps peut prendre le processus de gestion de la plainte? Ben, là, on l'a calculé, puis il y a des délais là, à l'intérieur de la politique qui sont prévus. En théorie, à partir du moment où la plainte est logée, généralement, l'officier des plaintes va entrer en communication avec le plaignant dans le 24 heures. Là. Parfois le 48 heures si on est la fin de semaine. À partir de là, de se prononcer si c'est recevable ou pas, c'est assez rapide, là, je vous dirais, c'est quelques jours. Quand c'est le cas, si c'est une plainte qui est recevable, tout de suite, l'officier des plaintes va suggérer à la partie plaignante si elle désire aller en médiation ou si elle préfère être entendue par le comité d'intégrité. Parce qu'il y a la possibilité d'aller en médiation. La médiation, puis on le verra tantôt, c'est un processus où il y a une personne neutre qui est un médiateur qui entend les deux parties, puis ça se fait de façon, je vais utiliser le mot convivial, là, dans la mesure du possible, et on tente de trouver une solution à l'avantage des deux parties. Il y a des dossiers qui ont procédé en médiation, puis je vous dirais que ça a été, ceux qui ont choisi d'y aller ont été très, très satisfaits. Ils ont trouvé que le processus était moins exigeant que devant un comité d'intégrité. Donc, à partir du moment où la plainte est recevable, le comité d'intégrité, là, généralement, l'officier des plaintes, ça va peut-être lui prendre une semaine avant pour former un comité puis avoir 3 personnes dans la liste des gens qu'on a. Puis là, peut-être pour répondre à une question, qui choisit les membres de comité d'intégrité? Je vous dirais que ça n'a pas été fait de façon très scientifique, là. Au début du processus, on demandait à des gens qui ont déjà fait ce genre d'activité-là s'ils étaient intéressés de le faire. Donc, on a quand même des avocats, des gens qui ont un background juridique qui ont levé la main et qui étaient intéressés. On a des gens qui viennent du milieu des relations de travail, du travail social, on a des psychologues, on a des anciens je dis anciens, mais des sportifs de haut niveau qui se sont montrés intéressés puis qui écoutent des dossiers très souvent. On a évidemment des hommes, des femmes. Donc, c'est assez varié. Et évidemment, les gens qui ont œuvré, ça peut être aussi des anciens entraîneurs, bon, et tout. Et quelqu'un du milieu du hockey n'entendra pas une cause de hockey. Ça, c'est certain. Alors, bref, quand le comité est saisi là, de la plainte, c'est à ce moment-là qu'on lit les 3 personnes du comité vont lire là, la plainte qui a été logée au départ par la plaignante ou par le plaignant et va convoquer par écrit l'auteur présumé, là, celui qui est censé être responsable du comportement inapproprié. Donc, on va lui envoyer un avis d'audition. Alors, il y a des délais, là, il y a comme un 20 jours, 10 jours, etc. Puis ensuite, ben là, on fixe la date de l'audition. Fait qu'en tout et partout, là, je vous dirais que quand ça va super bien, là, à l'intérieur de, je vous dirais, 2 mois, ça pourrait être réglé. Mais on se bute à toutes sortes de situations, la disponibilité des gens. Puis bon, là, on a aussi des plaignants qui pèsent sur le bouton « je porte plainte », mais ils sont plus sûrs. Puis bon, tout ça, c'est le vécu, puis ça fait en sorte que parfois les délais sont beaucoup plus longs. Mais on vise quand même quelque chose de rapide. Ça répond à la question? Super. Alors, des exemples de comportements, j'ai voulu les mettre, on les retrouve beaucoup dans l'annexe de la politique du texte. J'en ai fait ressortir quelques-uns. C'est quoi de l'abus physique? Ben, c'est un mauvais traitement corporel qui laisse ou non des marques ou des méthodes éducatives déraisonnables. Par exemple, pincer, prendre ou tirer par le bras, pousser. Ça, c'est de l'abus physique. Abus sexuel, un geste ou un agissement à caractère sexuel avec ou sans contact physique, posé par toute personne contre une autre. Le harcèlement sexuel, ça fait partie de l'abus sexuel. Donc, des propos de nature sexuelle, des invitations, des attouchements,
c'est de l'abus sexuel. Du harcèlement psychologique, une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements ou des paroles hostiles, puis qui porte atteinte à la dignité de la personne, puis qui rend son milieu de vie néfaste. Donc, des menaces, de l'isolement, de la violence verbale, du dénigrement, c'est du harcèlement psychologique. Puis il faut se mettre à la place d'un participant de 12 ans, là. Parfois, on tient des propos envers eux, on pense que c'est pas grave, mais pour lui, ça constitue du harcèlement, de la violence. Alors, il faut se remettre à ce niveau-là. Là. La violence psychologique. Donc, lorsqu'une personne qui subit de manière grave des comportements de nature à lui causer un préjudice, par exemple, se faire crier des injures, se faire dire des choses méchantes, se faire lancer des objets, être expulsé d'un entraînement, être rejeté, laissé sur le banc volontairement. C'est de la violence psychologique. Et tous ces dossiers-là, tous ces agissements-là, ces comportements-là, ben, ils peuvent faire l'objet d'une plainte en vertu de la politique. À nouveau, je vous redonne les coordonnées de SportAide parce qu'ils jouent un rôle très important, là, comme je vous dis, de soutien à l'égard des gens, autant du plaignant, de la victime que de l'auteur présumé. Et c'est important de faire appel à eux. Ils sont vraiment une équipe extraordinaire puis qui aide beaucoup. Il y a le programme Sport Bien-être, je vous l'ai mis ici. Moi, je ne le connais pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'informations là-dedans pour vos membres, pour vous aussi, pour des entraîneurs, pour les parents. Il y a des sujets très intéressants, puis de l'aide pour vous guider là-dedans. Donc, c'est pas de ne pas hésiter à faire appel à à référer à ce site-là. La plainte, alors là, on attaque un petit peu plus là, comment ça fonctionne, mais je vais passer rapidement. Puis comme je vous dis, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Donc, pour porter plainte, vous le savez, c'est le fameux bouton universel qui est bleu présentement, qui se retrouve sur le site web de Hockey Québec, de toutes les fédés sportives et de loisirs maintenant au Québec. Et espérons-le, sur le site des instances régionales. Ça, je sais que c'est fait chez vous. Et des instances locales. Autrement dit, plus le bouton est visible partout, mieux c'est. On peut également porter plainte via la plateforme de certains partenaires, comme par exemple le RLSQ chez nous, SportAide aussi, a le bouton, le RSEQ, Sport Québec, etc. Ou en téléphonant à SportAide. Quelqu'un qui n'a pas accès à un ordinateur pourrait téléphoner SportAide et on assisterait la personne à faire la plainte. Les délais pour déposer une plainte en matière sexuelle, c'est à tout moment. Donc, le geste peut avoir été posé il y a 2 ans. On peut porter plainte aujourd'hui, puis ça va être recevable. Les plaintes, par ailleurs, à caractère autre que sexuel, ben, c'est dans les 120 jours de l'événement. Alors, on ne voulait pas que ça... Le milieu sportif ne voulait pas devoir traiter des affaires qui se sont produites il y a 6 mois, là, ou plus que 6 mois. Alors, on a limité ça à 120 jours. La plainte, évidemment, doit être faite par écrit. Et l'officier des plaintes, va juger, comme on dit, de la recevabilité, oui, mais s'il se rendait compte que c'était comme une plainte frivole de mauvaise foi, ben il se pourrait que l'officier des plaintes lui-même porte plainte contre l'individu qui a voulu porter une plainte sans fondement. La plainte à caractère sexuel, ce qui est un gros plus du processus de traitement des plaintes de la politique, c'est que lorsqu'il y a une plainte à caractère sexuel et que l'officier des plaintes l'a rapporté à la DPJ et aux policiers, parce que c'est le devoir de l'officier des plaintes de le faire, l'officier des plaintes va attendre le OK des policiers et de la DPJ pour ensuite procéder à l'exclusion de l'auteur présumé. Donc, quelqu'un porte une plainte, c'est de nature sexuelle, la DPJ est saisie de ça, la DPJ dit effectivement, il semble y avoir quelque chose là, ben on va procéder, l'officier des plaintes, ce n'est pas la fédération qui le fait, ce n'est pas l'association qui a à le faire. L'officier des plaintes prend le téléphone, communique avec l'auteur présumé et lui annonce qu'il est exclu jusqu'à temps que le dossier soit traité et finalisé, soit par la DPJ ou par les policiers ou par les deux. Alors, c'est un gros plus de pouvoir retirer du milieu une personne qui a des
plaintes ou des accusations, je vous dirais, de nature sexuelle, je vous dirais que, comme je vous parlais notre premier dossier, ça a été fait. Lorsque l'officier des plaintes procède de cette façon-là, il va communiquer avec la fédération très souvent pour informer le directeur général de la Fédé et également, à ce moment-là, on va descendre ça jusqu'à la région ou l'association, mais de façon très, très, très confidentielle. Alors, on veut mettre les gens au courant parce que dans le futur, lorsque la personne est exclue, on ne veut pas qu'elle se représente. Il ne faudrait pas qu'elle se représente à l'aréna. Il ne faudrait pas qu'elle se représente à un tournoi quelconque. Alors, on demande les gens qui sont informés, là, la région et tout ça, de garder l'œil ouvert dans ce temps-là. Donc, vous êtes informé par l'officier des plaintes de la situation. Quand une victime, elle est majeure, donc c'est une victime, il y a un geste à caractère sexuel, mais que la personne est majeure, bien évidemment, il n'y a pas de DPJ. Puis, l'officier des plaintes, dans un premier temps, va encourager la victime à s'adresser à la police. Si les policiers, un petit peu comme tantôt, là, si les policiers disent oui, il y a matière à ce que vous alliez de l'avant puis que vous retiriez l'individu du milieu, c'est ce qui va se faire également. Si la personne majeure refusait par ailleurs d'aller devant la police, on en a eu des cas où c'était limite, là, des textos sexy entre deux adultes, etc. La personne victime n'était pas confiante ou de se présenter aux policiers, ben à ce moment-là, l'officier des plaintes va faire cheminer le dossier vers un comité d'intégrité pour une audition, comme on le voit dans les autres dossiers, les autres cas. Donc, les plaintes maintenant à caractère autre que sexuel, celles qu'on voit peut-être le plus. Là. Donc, l'officier des plaintes reçoit la plainte. Il va communiquer, comme je le disais tantôt, avec le plaignant pour obtenir plus d'informations et se prononcer sur la recevabilité. Si la plainte est recevable, l'officier va confirmer le tout par courriel au plaignant et à la victime dans les 10 jours. Souvent, ça va se faire par téléphone aussi. Là. On va lui dire, bon, ça semble recevable, etc. Si la plainte n'est pas recevable, par contre, pour les raisons que je vous disais au tout début, là, peut-être parce qu'il s'agit plus de quelque chose qui relève de la discipline, par exemple, qu'on n'est pas en situation d'abus, harcèlement, etc., mais l'officier va également informer le plaignant et la victime en justifiant pourquoi cette plainte-là n'est pas recevable. Encore une fois, on répète que l'officier des plaintes a l'obligation de signaler à la DPJ toutes les plaintes de violence et d'abus si on est en présence d'une victime qui est mineure. Parce que le geste, ça peut, pour les mineurs, là, je répète encore, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est oui, les choses qui sont à caractère sexuel, mais également les violences physiques. Alors, selon la définition que je donnais tantôt, la violence physique, là, ça pourrait être de tirer, de pousser, etc. Là. Alors, des fois, on va pousser un peu trop fort, puis ça constitue de la violence physique qui doit être dénoncée à la DPJ lorsque ça implique un enfant. Alors, dans le même sens, oui? Une violence qui impliquerait de l'intimidation au niveau des réseaux sociaux entre deux enfants. Oui, il y en a de ça. C'est recevable. C'est recevable. Et ça procède en comité d'intégrité. Et on en a eu de ça. Plus qu'une fois. Les jeunes ne sont pas plaisants entre eux, là. Alors, souvent, la personne qui va porter plainte, le plaignant, ce sera le parent de la victime intimidée. Et la plainte sera logée envers le jeune, mais on va s'adresser, dépendant de l'âge, mais on va généralement, l'officier des plaintes ou le comité plutôt d'intégrité va s'adresser ou va écrire aux parents de celui qui est l'auteur présumé, là. Mais pour qu'on vienne entendre quand même son jeune. Ça va? Parfait, merci beaucoup. Super. Bon, encore une fois, donc, dans le même sens, si l'officier des plaintes croit que la sécurité d'une victime majeure serait compromise, donc elle est en danger, on pourrait quand même recommander l'exclusion d'une personne. Tu sais, on a des victimes majeures, ils ont 18 ans, là, mais ça frise. Une journée, ils sont des mineurs, puis l'autre journée, ils sont des majeurs, là, puis ils peuvent vivre des situations qui pourraient être, même si c'est autre que sexuel, ça pourrait être de la violence. Alors, on a quand même gardé dans la politique la possibilité pour l'officier des plaintes de recommander une exclusion
par la Fédé de la même façon qu'un geste à caractère sexuel pour une période indéterminée jusqu'à ce qu'il y ait eu audition de la plainte. Et lorsqu'une personne elle est exclue, soit à cause d'un volet sexuel ou à cause d'une violence, mais c'est à cette personne-là, donc cet auteur présumé-là, de faire la procédure, de procéder via une demande au comité pour réintégrer la Fédé. Parce qu'il perd, en étant exclu, il perd son membership dans le fond. Alors là, on laisse les choses, la décision se prendre. Si c'est avec les policiers, à la cour, on laisse la procédure se rendre à la cour. Puis lorsqu'on arrive aux fins du processus, puis que la personne était, par exemple, trouvée non coupable, ben à ce moment-là, si elle veut réintégrer la Fédé, elle doit faire une démarche auprès de la Fédération et de l'officier des plaintes. Et ça, c'est prévu à la politique. Si l'auteur présumé n'est pas un membre de la Fédé, on a ça quand même assez souvent, l'officier des plaintes va déterminer une mesure administrative qui pourrait être prise par la Fédé à l'égard de cette personne-là. Par exemple, ça peut être un spectateur dans l'aréna qui a un comportement particulier. Lui, souvent, on ne connaît pas son nom, mais on sait qu'il y a un comportement particulier. Bon, si on a son nom, parfait, mais comment on peut l'amener à se présenter devant un comité d'intégrité et puis nous envoyer paître? Cependant, on essaie, l'officier des plaintes va tenter de déterminer une mesure administrative, c'est-à-dire de souffler à l'oreille de la Fédé ou de l'association de la région des solutions, des pistes de solutions pour que cesse le comportement inapproprié qui est à la base de la plainte qui a été logée. Je vous dirais que c'est une situation un peu difficile là, quand on n'a pas comme on dit, de grippe sur l'individu. Mais on en a eu d'autres et puis bon, on est arrivé à résoudre certaines situations difficiles. Voilà, c'est ce que je vous disais, là, une plainte qui est recevable, mais un auteur non membre. C'est la clause 18. Donc, l'officier des plaintes détermine la mesure administrative. Je veux mettre l'emphase sur le fait que tous doivent collaborer là, dans ce cas-là. Autant l'officier des plaintes que le responsable à la fédération, les gens des régions, de l'association, lorsqu'on est en situation où on a identifié quelqu'un qui a un comportement particulier, il faut que tout le monde travaille dans le même sens pour s'organiser pour que ça redevienne sain et sécuritaire pour les gens de faire l'activité. Alors, très important que vous travailliez tout le monde en même temps, ensemble vers le même but. Je vous dirais qu'on a vu dans certains cas des gens d'association dire ben non, c'est pas, vous le connaissez pas, il est correct. Puis là, ben on essaie d'imposer des choses, puis tu as d'autres qui viennent court-circuiter ça. C'est pas une bonne idée. Là. OK? Alors, il faut vraiment travailler tous ensemble. J'ai mis pourquoi il y a une clause J, puis bon, tout ça. On a des obligations à travers la politique à titre de membre, puis vous êtes tous des membres quand vous êtes un responsable de la Fédé, vous êtes un responsable de région, de l'association. Alors, à titre de membre, vous êtes liés par la politique et vous devez la suivre. Alors, c'est bien important là, de se rappeler ça parce que le but qu'on recherche, c'est qu'on évolue dans un milieu sain. La médiation, très rapidement, c'est une démarche qui est volontaire. Donc, l'officier des plaintes, comme je vous disais, l'offre rapidement à un plaignant ou à une victime pour savoir si elle aimerait procéder de cette façon-là, de façon qui est un peu plus, comme je disais tantôt, un peu plus soft, un peu plus moins contraignante. Alors, c'est quand même un processus qui est confidentiel. Ça, c'est très important de le mentionner. Seules les parties sont appelées à se présenter devant un médiateur. Les médiateurs qu'on utilise, ce sont les gens de la clinique de médiation de l'Université de Sherbrooke. Alors, ce sont des médiateurs d'expérience où vous avez aussi des étudiants, je vais dire des étudiants, mais c'est des avocats en deuxième cycle qui font des études spécialisées en médiation et ils sont assistés par les médiateurs reconnus. Et donc, ça se passe vraiment très bien. Il se pourrait qu'un plaignant veuille aller en médiation, mais que l'auteur présumé le refuse. Et bon, à ce moment-là, ben, ça ne fonctionne pas. Puis là, bon, on se présente
devant le comité de protection de l'intégrité. Comme je le disais, 3 personnes choisies par l'officier des plaintes, parmi une liste de candidats qualifiés et indépendants. Le président du comité va faire parvenir aux 2 parties, mais également, surtout à l'auteur présumé, un avis d'audition. L'avis d'audition doit expliquer à l'auteur présumé les raisons pour lesquelles il est convoqué et également le nom de la victime ou du plaignant. Alors oui, c'est un processus qui est confidentiel, puis on le répète, cependant, quand on arrive à l'audition, c'est un droit fondamental dans notre système de justice qu'une personne qui doit se présenter devant un comité doit savoir exactement les raisons pour lesquelles il est, puis qui lui adresse une plainte. La politique prévoit que le comité peut siéger partout au Québec. Il peut tenir les auditions par visioconférence ou par conférence téléphonique ou, évidemment, en présentiel. On ne perd pas de vue que la politique a pris naissance ou a commencé là, pendant la pandémie. Donc, le virtuel nous a servi, a servi beaucoup. Mais le comité pourrait exiger de voir les gens, donc d'être en présentiel également. Quand ce sont des enfants, souvent, on va demander de le faire en visioconférence pour permettre à l'enfant de pouvoir témoigner ou venir s'exprimer sans voir l'autre partie et sans être vu également. Alors, ça avantage grandement les enfants, ça les met plus en confiance. Rapidement, les parties doivent être présentes quand on les appelle au comité d'intégrité, doivent apporter leurs témoins, amener leurs documents, puis amener des témoins qui vont être responsables de venir soutenir leur position. Évidemment, tu n'amènes pas 62 témoins. C'est une procédure un peu similaire, là, le comité de protection de l'intégrité, à vos comités de discipline. Alors, on n'est pas devant un juge, c'est ce qu'on appelle un tribunal domestique. Alors, oui, il y a une certaine forme de justice naturelle qu'on appelle, qui est obligatoire, mais c'est quand même, là, il y a personne en toge, puis il n'y a pas de marteau sur la table, là. Alors, les gens viennent compter leur côté de l'histoire, et donc, amènent des témoins, mais il faut quand même là, que ça roule rondement. Là. Une fois qu'on a 1 ou 2 témoins qui viennent supporter notre position, ça peut être suffisant. L'auteur présumé a le même droit également. On dit que les parties peuvent être représentées, oui, peuvent être représentées par des amis, des collègues, des conjoints, des avocats. Cependant, les représentants, donc les avocats, n'ont pas le droit de parole. Alors, personne n'a le droit de contre-interroger personne. On n'est pas devant le tribunal. On dit que l'audition est à huis clos, c'est-à-dire que c'est pas ouvert au public, là, évidemment. La victime va parler en premier ou le plaignant va présenter sa position. L'auteur présumé présente sa défense ou son côté. Le comité va entendre ensuite, peut revenir à chacun des deux parties pour qu'ils fassent un genre de résumé de leur position. Le comité peut poser des questions, évidemment. Les membres du comité peuvent poser des questions pour éclaircir les points soulevés. Les parties sont évidemment responsables de payer les frais de leurs témoins s'il y a des frais et doivent avoir suffisamment de copies de dossier là, de leurs documents qu'ils s'entendent présenter parce qu'on doit présenter ces mêmes documents-là à l'auteur présumé. Alors souvent, vous avez des documents, là, ça va être des photos, des photos, des screens, des photos de l'écran de téléphone ou des choses comme ça. Les décisions du comité d'intégrité. Bon, alors le comité, il a le choix. Là, c'est pas parce que la plainte elle est recevable qu'elle est nécessairement accueillie ou qu'on a gain de cause. Là. Alors la plainte peut être rejetée parfois. Le comité a 20 jours pour transmettre la recommandation à la fédération lorsque la preuve est accueillie. Donc, le comité va recommander certaines sanctions. La Fédé en prend connaissance, elle a 10 jours pour entériner la recommandation. La fédération, en vertu de la politique, n'a pas le pouvoir de changer la recommandation de la décision. Alors, c'est la décision des 3 membres du comité. La fédération en prend connaissance, l'entérine et le retourne au président du comité. Et suite à quoi, le comité va avoir 5 jours pour transmettre lui-même la décision aux 2 parties. Ce sont des décisions qui sont sans appel, sont finales,
et les renseignements personnels qui sont contenus dans les documents, ben, évidemment, sont conservés comme étant des documents de nature confidentielle. Les types de recommandations. Alors, quand la plainte est accueillie, la politique prévoit différents types de recommandations. Ça peut être une réprimande. Ça peut être de verser des pénalités en argent. Ça, je vous dirais que je ne l'ai pas vu. Jusqu'à date, on ne m'a pas parlé qu'il y avait eu des sanctions pénales en termes d'argent. Évidemment, si c'était le cas, le défaut de payer, ben, ça devrait être une suspension automatique de la Fédé de toutes les instances, tant et aussi longtemps que la pénalité n'a pas été versée. Autre type de recommandation, exiger, par exemple, des conditions, des engagements, suivre une formation, par exemple, dans un délai X. Il faut, encore une fois, que la personne sanctionnée ben, purge sa sanction. Si elle ne le fait pas dans le délai exigé, ben, c'est une suspension de la Fédé. Alors, c'est pour ça que tout le monde doit travailler ensemble. L'officier des plaintes joue son rôle de chef d'orchestre jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il va s'assurer que la fédération ou la région ou l'association a bel et bien fait respecter la pénalité. Une autre sanction, ça serait de restreindre les activités. Donc, on te suspend, on te restreint à certaines activités pendant une période de temps X. Ça pourrait être une suspension, donc, pour un maximum de la Fédé et de tous les membres, parce qu'on ne suspend pas juste de l'association, puis on s'en va participer au tournoi de Dodge. Après, là, ça ne marche pas. Tu es suspendu au complet. Et le maximum d'une suspension, généralement, c'est 12 mois. Là. Ça, c'est le maximum, parce que si on suspend plus longtemps, ça peut être considéré comme une expulsion. Alors, il faut faire attention là, à la différence. Et il y a quand même la possibilité, le comité la possibilité d'expulser carrément un membre. La clause J, j'en ai parlé, c'est une clause importante, c'est l'engagement de tout le monde. Donc, tous les membres de la Fédé doivent rendre accessible la politique à leurs propres membres dès leur adhésion. Alors, c'est pour ça que tantôt, je disais, ce serait bien que vous ayez au niveau local le bouton de la politique qui serait disponible à tous vos membres. Tous les membres de la Fédé doivent respecter et mettre en place les mesures appropriées afin d'appliquer les décisions qui sont rendues. Et l'officier des plaintes, comme je vous disais, fait les vérifications qui sont nécessaires auprès des membres pour s'assurer que c'est bel et bien respecté. Alors, ça termine la présentation. Je vous montre à la fin là, le nouveau visuel du Je porte plainte. La Fédération va vous aviser dès que ce sera maintenant disponible pour que vous procédiez au changement. Et pour ceux qui ne l'ont pas déjà sur leur site, bien, ce sera le moment de mettre ces visuels-là sur vos sites Internet respectifs. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça a fait le tour. On a eu quelques questions en lien avec l'interaction entre les différents membres. Donc, que ce soit un entraîneur envers un officiel envers une équipe, ou bien des parents envers un officiel. Comment fonctionnent les plaintes à ce moment-là? Bien, c'est sûr que lorsque c'est pendant une partie, on a eu des plaintes qui étaient, on voyait, c'était en réaction avec une situation qui s'était passée. Là. Bonjour, je suis le parent, je viens d'assister à une partie, puis l'officiel n'a pas pris les bonnes décisions. Ça ne relève pas de la politique Je porte plainte, c'est vraiment du disciplinaire ou de la régie interne. Là. Ce qui se passe sur la glace, le travail de l'officiel, c'est pas de nature à être traité par la politique. Par exemple, s'il y avait des parents dans les estrades, là, les parents, je pense qu'ils ne sont pas des membres chez vous, là, s'ils n'ont pas ce statut de membres-là, ils sont impliqués dans le milieu, par contre, alors on pourrait les attraper comme ça. Mais des parents qui auraient un comportement ou des propos violents, agressifs envers un officiel, ça pourrait être traité. L'officiel, il pourrait faire « je porte plainte ». S'il est capable d'identifier, par exemple, ça peut être les entraîneurs sur le banc qui sont désagréables avec lui, ça peut être des parents dans les estrades, etc. Ça peut être traité effectivement. Dans la mesure où on est capable d'identifier ce qui s'est passé, ou les individus impliqués, effectivement, ça pourrait être traité par le Je porte plainte. Là. Vous disiez, bon, les autres relations, c'est ça. Dès que ce sont des gens, entre eux, des personnes impliquées dans le milieu et que ce sont des comportements, par exemple,
là, je vous disais, là, c'est des gens qui attaquent verbalement un arbitre pendant une partie. C'est dans le cadre de la partie, c'est un peu difficile. Cependant, si à toutes les fois que cet arbitre-là ou cet officiel-là est sur la glace, quand c'est l'équipe ABC, bien là, c'est répétitif. À ce moment-là, ça peut être traité par la politique, là. Alors, une fois, non. Plusieurs fois, oui. On a eu des officiels, des jeunes, 14-15 ans, ils se font attendre, et les parents, ils attendent dehors quand ils sortent, là. C'est pas normal, ça. Là, ça tombe dans la violence, là. La politique, elle prévoit ça aussi. Ça peut être pendant une partie, une fois, c'est non. Mais quand c'est tellement grave que ça constitue un comportement de nature violente, là, au terme de la politique, ça pourrait être traité. Oui. Alors, il faut que vos gens... En fond, la politique, elle amène les gens à réfléchir, puis en bon français, qu'ils prennent leur gaz égal. Il faut qu'on se calme, parce que il y a des conséquences, là, c'est assez. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Sûrement que ça en a éclairé plusieurs personnes. Merci, Maître Charbonneau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que là, je peux cesser mon partage? Oui, ça a déjà été fait. On l'a arrêté. Ah, OK, super. Parfait. Donc, écoutez, moi, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y en a, ben, je vous invite à les adresser soit à l'équipe de Hockey Québec qui a des gens qui connaissent bien la politique puis qui y croient surtout. Ça, c'est super important. Et que tout le monde, comme je disais tantôt, travaille ensemble vers pour que ça devienne un succès puis qu'on rende votre beau sport sain et sécuritaire du début à la fin, là, autant pour les petits que pour les plus grands. Là. Alors voilà. Bien, merci beaucoup, Maître Charbonneau. Je pense que c'est une excellente présentation. J'espère que vous avez aimé la présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, on peut rester peut-être quelques minutes là, ouais. de façon. Ceux qui veulent quitter, allez-y. Je sais qu'il s'il y a des gens qui veulent rester, poser quelques questions supplémentaires, gênez-vous pas. On va rester en ligne quelques minutes. Et encore une fois, s'il y a d'autres questions, ben, gênez-vous pas, les envoyer. Si vous êtes faire une autre fois gêné, vous avez une question qui pop demain ou après-demain ou la semaine prochaine, on vous invite à nous faire parvenir vos questions. Mais l'important, c'est de bien maîtriser la politique. Et puis, encore une fois, bonne soirée tout le monde. S'il y en a qui veulent rester quelques minutes, on est là. Sinon, ben, merci beaucoup et puis à bientôt. Oui. Je peux peut-être rajouter pour ceux qui restent que c'est important que, que le message circule vers le bas, vers vos associations locales et surtout vers vos participants, vos parents. C'est eux qui, ultimement, peuvent être victimes ou peuvent être faire l'objet d'une plainte. Alors, c'est important qu'ils sachent, qu'ils connaissent l'existence de la politique, autant à ce niveau-là, là, en bas de l'échelle, si on veut, là, pour éviter, prévenir des situations malheureuses. Voilà. Jean-François, est-ce qu'on a quelques questions avant de terminer ou ça a été pas mal? J'ai plusieurs questions dans le chat. Est-ce possible d'adresser la question de racisme ou d'homophobie, pardon? Je pense qu'il doit y avoir une distinction en cours de jeu et dans l'environnement du jeune, j'imagine, Maître Charbonneau? Ben, là, évidemment, le racisme, là, c'était, je sais que, bon, le Hockey Québec a été, je vais dire, victime, le milieu du hockey a été victime là, d'incidents de cette nature-là, puis on les a vus dans les journaux. Alors, c'est assez publicisé. Le racisme n'était pas quelque chose qu'on visait avec la politique parce qu'on disait, ben, il existe la Commission des droits de la personne. Si quelqu'un prétend vivre du racisme, il y a des organisations, il y a des mécanismes qui existent pour traiter ça. Dans le cas qu'on a vécu, qu'on a vu là, dans les journaux, on peut comprendre que c'était tellement grave et c'était tellement répétitif que c'est devenu de la violence, c'est devenu du harcèlement. Alors, c'est pour ces raisons-là que probablement des gens ont eu le réflexe de peser sur le « je porte plainte ». Alors, des comportements de racisme qui seraient répétitifs et qui, effectivement, deviennent
de la violence psychologique, du harcèlement psychologique, ben oui, ça donnerait ouverture à la politique. Alors, oui, ce serait traité devant un comité d'intégrité. Cependant, il faut se ramener, là, le comité d'intégrité, de protection de l'intégrité, c'est 3 personnes qui vont entendre, qui vont prendre une sanction. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, parce que la personne qui est victime, ça ne sera jamais assez suffisant, la pénitence on va faire porter à l'auteur présumé parfois. Alors, il faut garder ça en tête, là. Le comité va rendre des décisions. Je sais qu'il y a eu il y a parfois eu des plaintes, je veux dire, ou des gens insatisfaits qui disaient les sanctions ne sont pas suffisantes. Je vous dirais qu'on travaille là-dessus. Les gens des comités, comme je vous disais tantôt, ce ne sont pas des gens qui viennent de votre milieu. Au baseball, ça ne sera jamais quelqu'un du baseball, fait qu'il connaît peut-être moins les règles. Là, ce qu'on travaille beaucoup, c'est de connaître, de faire connaître à nos gens des comités d'intégrité les sanctions de base dans nos fédérations respectives. Là, on est avec vous, donc au hockey, on a fourni, qu'est-ce qui se donne d'habitude avec vos comités de discipline comme sanction dans des cas X. Et on a transmis cette information-là à nos membres de comité qui, eux, veulent que ça devienne des sanctions dissuasives. Alors, ça se pourrait que les sanctions soient encore plus sévères que ce qui est donné par la fédération, qui est imposé par la Fédé. Donc, le racisme, puis bon, l'homophobie et tout, comme je vous dis, c'est pas le but de la politique, ce n'est pas de traiter ça, mais lorsque ça devient des comportements qui tombent dans la catégorie de violence, ben oui, ça donnerait ouverture à des auditions. J'en avais une autre aussi qui traitait une fois qu'une personne est suspendue ou sanctionnée pour une durée maximum, est-ce que cette information-là va être diffusée, divulguée aux autres sports où la personne pourrait être impliquée? OK. Au Québec, on ne peut pas faire ça. Alors, c'est pas parce que ça ne nous tente pas, mais au Québec, la loi sur la protection des renseignements personnels ne permet pas qu'on ait, par exemple, un petit livre noir avec le nom des gens qui sont suspendus. C'est dommage parce que je comprends qu'il y en a qui ont des comportements, puis on va pas se le cacher, là, même de nature sexuelle. Là. Ils sont suspendus par notre politique, mais on ne sera pas capable de donner cette information-là à d'autres fédérations ou même au niveau national, à moins que la personne accepte que l'information soit diffusée. Alors, souvent, ce qui va arriver dans les décisions rendues par les comités d'intégrité envers une personne, là, je mets le sexuel de côté, là, mais dans certains cas, ça va être indiqué dans la décision. Le comité exige que l'auteur présumé donne cette information-là de sa sanction au palier supérieur ou à d'autres fédés. Alors, on ouvre cette porte-là, on ouvre cette possibilité-là à ce que l'individu accepte de donner cette information-là. Mais il pourrait se réveiller 2 mois plus tard et dire, moi, je veux pas. C'est un renseignement personnel. Il y aurait le droit, malheureusement. Alors, des fois, on dit, nous, c'est on peut laisser traîner la feuille sur le photocopieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais si parfois il y a des informations des situations, puis si on n'empêchera pas les gens de parler, quelqu'un qui est suspendu, le milieu va le voir là, qui n'est pas là, puis souvent ça va se parler, surtout dans des petits patelins. C'est difficile là, de garder ça confidentiel dans la mesure où les gens parlent. Alors, on n'a pas de contrôle là-dessus, malheureusement. Là. Merci. C'est bon? J'en ai une autre ici. Si une organisation ne fait pas respecter la vie disciplinaire, quelles peuvent être les sanctions envers cette organisation-là? Bien, la politique le prévoit. Là. Si l'organisation elle-même ne fait pas respecter, c'est elle qui va avoir une plainte contre elle par l'officier des plaintes. Parce que l'officier des plaintes surveille ça. C'est ce que je disais là. Il voit à ce que la sanction soit appliquée. Et évidemment, la fédération va être informée aussi. Alors, si l'officier des plaintes se rend compte après 2, 3 suivis que l'association a zéro intérêt ou zéro le goût de faire respecter la sanction, ça va monter à la Fédé. Puis la Fédé, ben, elle a des outils, soit par la politique d'intégrité ou par ses règles de discipline. Là. Alors, un membre qui ne respecte pas les règles et les règlements généraux de sa Fédé, ben, il est susceptible de se faire taper ses doigts. Là.
Parfait, merci. Pour les autres questions, on a déjà dépassé un certain temps. J'invite les gens qui sont encore en ligne, si vous avez des questions très précises à adresser, vous pouvez le faire directement à votre association, à votre région, ou bien directement. Maître, est-ce que vous avez fait parvenir vos informations dans le PowerPoint? Je ne me rappelle plus. Je n'ai pas mis mon courriel, mais ça, vous pourriez le transférer à vos gens. J'ai aucun problème avec ça. On peut donner l'info à la fille sans problème. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir vous être transmis. Ouais. Et puis, pour les gens qui posaient la question, c'est arrivé à plusieurs personnes. Toutes ces informations-là, l'image du bouton, l'information à transmettre, la politique vont vous être transmis par Hockey Québec. Et donc, vous allez pouvoir le transférer et le transmettre à vos membres. Exact. D'ailleurs, la politique, elle est déjà sur le site de Hockey Québec. Parfait. Puis moi, je n'ai pas d'objection à ce que le diaporama là, ou la copie PowerPoint soit distribuée aussi. Il n'y a aucun problème. Pour la logistique de tout ça, on regardera ça avec Éric Turcotte là, au niveau avec les régions. S'il y a des besoins quelconques là, au niveau des associations, oui. on fera le support nécessaire là, pour s'assurer que les gens ont l'information, puis les visuels, puis la politique, tout ça. On va s'occuper de ça. Excellent. Excellent. Je vois dans le bas qu'il y avait 16 questions dans le chat. 6, je ne sais pas s'il y a. Parce que je peux avoir encore. Je les ai posées en majorité. Oui. OK, super. Bon, ben c'est parfait. J'ai fait le filtre au fur et à mesure. Excellent. On en avait peut-être une ici là, qui vient d'apparaître. Okay. Des gestes qui se seraient passés à l'école à la sortie des classes à plusieurs reprises. Je comprends que c'est un programme hockey, donc ils ont une règle qui dit qu'à la sortie des classes, il y a une conséquence graduelle. Et puis la personne a été expulsée du programme. Est-ce que les gens peuvent revenir contre l'organisation qui a pris cette décision-là d'expulser le jeune du programme? Bien là, j'imagine que c'est le sport-études, c'est ça? Une concentration ou un sport. Ou une concentration. Mais tu sais, là-dedans, là, c'est une relation à 3 parties. Là, dans le sport-études, il y a l'école, il y a la fédération, l'association de Hockey Québec et l'individu. Le jeune qui est expulsé, ça se fait généralement de concert entre la fédération, le sport et l'école. Alors, c'est un contrat qui est signé là. Tout le monde doit respecter les conditions de son contrat selon ce qui lui appartient. Là. Le jeune a des responsabilités, l'école en a, puis le sport en a. Alors, s'il y a eu une sanction, là, je ne connais pas ce dossier-là, là, mais s'il y a eu expulsion, ça peut être parce que la Fédération sportive Hockey Québec a décidé que la personne ne cadrait plus avec le programme. La question, c'est est-ce qu'on peut poursuivre? Vous pouvez toujours poursuivre tout le monde. Moi, je suis avocate. C'est sûr que je vais vous dire, tout est permis. Sauf que est-ce que c'est bien fondé? Il faut savoir. Alors, il faut poser les questions. J'imagine que lorsqu'un jeune est expulsé, il y a des motifs, ça a été expliqué ou en tout cas analysé, autant par l'école que par la fédération, par l'organisation sportive là, qui est impliquée. Alors, il faut regarder ces éléments-là avant de tirer une conclusion. Parfait. Un gros merci. Alors, écoutez, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de participer ce soir et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis s'il y a quoi que ce soit, on se reparle, c'est sûr. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye-bye.